Je m'intéresse aux monnaies grecques depuis très 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 longtemps, mais finalement en les regardant, en les ayant regardées, c'est une caricature, relativement peu, c'est-à-dire que ma spécialité est vraiment la quantification des espèces monnayées dans l'Antiquité, de l'économie, faire de la macroéconomie, le rapport à l'histoire. Et c'était assez récemment que, en réalité aussi, à travers des études historiographiques, la question toute simple qui est de se dire mais pourquoi les collectionneurs ont toujours préféré les monnaies grecques, ont toujours placé les monnaies grecques au-delà de toutes les autres types de monnaies frappées à d'autres époques. Il n'y a pas un seul propos. Je n'ai pas trouvé un seul propos de numismates, de collectionneurs disant qu'un autre type de monnaie était supérieur par l'esthétique, par la beauté aux monnaies grecques. Il y a un nombre considérable de propos disant que les monnaies grecques l'emportent sur les autres expressions monétaires. Alors évidemment ici, je vais être embêté parce que j'avais pris un texte, j'ai donc tout transformé en anglais. Je voulais partir d'un texte de Johann Wolfgang Goethe, c'est toujours bien de partir de Goethe, et Goethe en visite le 12 avril 1787 à Palerme, il visite la collection du prince Torremuzza, écrit, je vous le lis, vous avez la traduction en anglais et le texte en français qui est aussi une traduction bien entendu, il écrit dans son journal un printemps éternel, fait de fleurs et de fruits de l'art, jaillissait en souriant de ce médaillé, nous parlant de mains habiles, exercées tout au long d'une vie, de bien d'autres choses encore. Hélas, nous autres ne possédions dans notre jeunesse que des médailles de famille qui ne disent rien, et des monnaies d'empereurs où le même profil est répété jusqu'à l'écœurement, portraits de souverains qui ne peuvent être regardés comme des modèles d'êtres humains. Et puis l'envoi, la Sicile et la Grande Grèce m'ont donné l'espoir d'une vie nouvelle. Et en réalité, bien d'autres que Goethe ont souligné la beauté des monnaies grecques, et peut-être le poème le plus célèbre est celui de José María de Heredia, Médaille antique, écrit en français ici. Je le lis en entier, encore une fois en français, mais vous avez une traduction anglaise en regard. L'Etna mûrit la pourpre et l'or du vin, dont l'Érigone antique enivra Théocrite. Mais celle dont la grâce en ces vers fut écrite, le poète aujourd'hui les chercherait en vain, nous ne sommes pas encore dans la médaille, perdant la pureté de son profil divin, tour à tour arrêtuse, esclave et favorite, amélie dans sa veine où le sang grec s'irrite, la fureur sarrasine et l'orgueil angevin, et puis l'envoi encadré, le temps passe, tout meurt, le marbre même s'use, Agrigente n'est plus qu'une ombre, et Syracuse dort sous le bleu linceul de son ciel indulgent, et seul le dur métal que l'amour fit docile garde encore en sa fleur, aux médailles d'argent, l'immortelle beauté des vierges de Sicile. C'est un poème qui est fameux, naturellement. Il est d'une qualité sans doute très largement supérieure à ce poème-ci, qui est un poème inédit, dont le manuscrit se trouve au cabinet des médailles de Paris, à la Bibliothèque nationale, rue de Richelieu, et qui est un poème rédigé par un ancien conservateur du cabinet des médailles, Adolphe Dieudonné, qui dédie un poème à Pozzi, Samuel Pozzi. Samuel Pozzi, c'est aussi le père de la gynécologie française. C'est un homme, vous l'avez ici à l'écran, c'était un mondain. On pense que Proust, dans sa recherche, le type sous un personnage. Et Adolphe Dieudonné écrit « Noble image des dieux qui pour toujours demeurent, profil si délicat d'un charme spontané, saluons l'archaïsme, honneur au premier-né », c'est un peu du caramel, « ligne pleine et si pure et belle qu'on en pleure », des Vénètes ou Kimone, ineffable doigté, règne au siècle grandi la classique beauté. Notre art, et alors c'est ceci que je voulais encadrer, notre art l'a délaissé ou l'a fait méconnaître. Les maîtres d'aujourd'hui ne sont point monnayeurs, la science ne meurt les classes créateurs. D'un numéraire en pile essaimant le bien-être, mais aussi tout l'ennui de l'uniformité, car le tour et la presse ont tué la beauté. Et en fait, avec ça, vous avez un catalogue virtuellement des raisons qui font que, au-delà de cette espèce de jugement esthétique à l'emporte-pièce, les monnaies grecques sont plus belles que les autres. Pourquoi? Qu'est-ce qui fonde ce jugement? The masters of today are not engravers, signs and habits classify them as creators. Je pense que c'est une très mauvaise traduction par moi-même de ce poème de Dieudonné, inédit. Vous avez ici Samuel Pozzi, tel que vous le trouvez à Los Angeles, peint par rien moins que John Singer Sargent,
Le Dr Pozzi at home, il a fière allure. Il est en effet assez proustien. Et vous savez que le Dr Pozzi, Samuel Pozzi, s'est fait abattre dans son cabinet par un patient. Je vous ai dit qu'il est le père de la gynécologie, mais c'est un homme qui avait soigné des blessures de la Grande Guerre et qui avait à lui reprocher et qui l'a abattu dans son cabinet. Possibly in English. So just an anecdote just to prove how Greek coins were admired. We are in Washington, we are in 1905. President Roosevelt is just on a visit on the Smithsonian Institution on the Mall in Washington, and just looking at some Greek coins, and especially having in hands a statue of Alexander the Great, a Greek gold statue, which is one of the most famous type. He wondered, saying, why is it so that all coins, all American coins, we are a great nation, and all American coins are so ugly to compare with the Greek ones? How is it possible? I really want to change that, and I really asked the master of the mint in Philadelphia, whose name was Charles Barber, to produce something which could equal the quality of the Greek coins. And he asked, without any concours, he asked the most famous artist of the time, actually an Irish-French sculptor, most famous in America, Augustus Saint-Gaudens, from the area of Toulouse originally. He committed him just to produce what is the most expensive, which was, till last year, the most expensive gold coins ever sold, and it was with a record at more than $7 million. And these are the ultra high relief $20 piece. And he asked Charles Barber just to produce that. And Charles Barber replied, I cannot. I mean, I can, but then I will produce one coin a day. You have to choose one coin a day, and one coin a day, of course, it's in terms of productivity, of rationality, it's nonsense. And so he asked Charles Barber was very firm on that, and Roosevelt was also firm, and as he was the president, he said, okay, do it, one piece a day. And they produced just 25 or 27 pieces of ultra high relief $20 pieces, and these coins are the most expensive ones and the ultimate dreams of American collectors, and not only American. And Charles Barber, that's the ultra high relief, and 24. And as you see, each of them was squeezed 9 times. So you need to strike 9 times just to have a good impression, just to have the ultra high relief by a 172 tons hydraulic press. And Barber asked Roosevelt to choose between, that was the choice, to choose between art for a few or mediocrity for all. And actually, Greeks did not. They were able to produce art for all. Greek coins were produced, I'm specialized about that, but the Greek coins were produced in billions. When I mean in billions, it means not in trillions and not in millions. It's an order of magnitude. But that's the right order of magnitude. Billions, milliards en français. On a des milliards, on a conservé des millions de monnaies grecques dans les médaillés privés et publics, mais on sait qu'ils en ont frappé, qu'on a frappé des milliards de monnaies grecques. Alors ne me demandez pas si c'est 4, 5, 10... ou 3, c'est dans cet ordre-là. Oui, tout récemment, Ed Moy, qui est le directeur de la monnaie américaine, vous savez que la monnaie américaine est donc, comme je l'ai dit, basée à Philadelphie, a reproduit mais aussi avec la presse, ces monnaies exceptionnelles, ces ultra high relief, ces pièces de $20 en très haut relief. Et il a considéré que c'était un great achievement de dire que we can marry the needs of commerce and artistic beauty at last. Et donc, si on reprend les vers de Dieudonné, eh bien on voit qu'en effet, il y a 4 raisons qui fondent
quand on y réfléchit, notre jugement et notre admiration pour les monnaies grecques. Et ces 4 raisons sont le très haut relief, l'abondance des types, l'excellence de l'art de la gravure, et peut-être aussi la fraîcheur due à la frappe au marteau. Et c'est ce que je vais, dans un premier temps, passer en revue. Alors, les monnaies, en effet, les monnaies grecques se distinguent des monnaies ultérieures, certainement romaines, médiévales, modernes et contemporaines, par un relief qui est très haut et qui leur donne vraiment cet aspect de médaille, en réalité. Ici, vous avez, je pense que toutes les illustrations à peu près viennent de la collection de Bruxelles, qui est une collection imbattable véritablement pour la beauté, presque imbattable, puisque en 1899-99, nous avons obtenu 2 collections privées qui étaient les 2 plus belles collections de monnaies grecques et romaines, la collection Lucien de Hirsch d'une part qui a été donnée à l'État, et la collection Albéric du Châtel qui a été payée par l'État, et qui en une fois, dit le conservateur en chef du cabinet des médailles de Paris, Ernest Bablon, place le cabinet de Bruxelles au sommet pour ce qui concerne, pas la quantité, mais la qualité des pièces romaines et grecques. Et pour les monnaies grecques, c'est vrai qu'on a une collection qui est, je pense, devant Berlin, devant Londres, pour la qualité, hein, certainement pas pour la quantité. Ce qui fait par exemple que pour le moment, vous avez au Getty, à la Villa, il y a une grande exposition sur la Sicile grecque. Eh bien, toutes les pièces, et Dieu sait si elles sont belles et si je vais en parler, toute la partie numismatique vient du cabinet des médailles de Bruxelles. Et aussi, puisque nous sommes ici avec un milieu de collectionneurs, nous avions 2 avantages. Il y a 2 avantages à emprunter à Bruxelles. Enfin, 2 avantages. Oui, le premier, c'est évidemment la somptuosité de la collection. Et le deuxième, c'est que tout est rentré, je viens de vous le dire, everything was acquired in 1899. And 1899 is very comfortable dealing with Italy for an exhibition since the law is in 1909, I think, or 07, I don't remember exactly. But so it's very, in terms of restitution, in terms of it's better just to be sure that your coins have a pedigree before 1907 or 1905 or 09. Quelques représentations de monnaies grecques à très haut relief, et c'est évidemment pour moi le plaisir de vous présenter des monnaies et de vous montrer à quel point elles sont super, puisque on le dira, elles sont toutes petites, là vous les avez en agrandissement, et ça supporte l'agrandissement. On dira la prouesse de la gravure. Regardez ceci. Un tétradraque que j'aime beaucoup, un tétradraque de Lysimaque qui se trouve, il fait partie de la collection Albéric du Châtel à Bruxelles. Et vous voyez, quand on le place à plat, vous voyez ce que ça donne comme relief. C'est une chose que l'on ne trouvera pas ensuite. Et vous avez ici quelques reliefs moyens pour des pièces à travers les temps. Vous avez 4 à 5 mm. 4 à 5 mm, c'est costaud. 8 mm, ça devient vraiment très, 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 très épais pour les monnaies grecques. Moins d'1 mm. Les monnaies médiévales, comme vous le savez, sont très, 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 très fines. Les grosses pièces, à partir des comptes de Schlick et de l'arrivée de l'argent du Potosi, enfin, les grosses pièces d'argent modernes, les thalers, les ducatons chez nous, font 2,5, c'est-à-dire, c'est bien, mais c'est quasiment la moitié d'une pièce grecque. Les grosses pièces de 5 francs de l'Union latine du 19e siècle font la même chose. Et aujourd'hui, l'euro, vous avez, ça va de 1,55 à 2,10 pour les pièces que nous avons dans les poches. Donc, la pièce de 2 euros est toujours 2 fois plus mince que qu'une pièce grecque, que les grands tétragrammes, évidemment, je pense. Alors, il se trouve qu'il y a une autre catégorie de production monétaire, monétiforme, qui a été aussi caractérisée par un très 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 fort relief, et plus fort encore, et qui est aussi l'objet d'une admiration très grande, et à vrai dire parfois à l'égal de la Grèce ancienne, ce sont les médailles italiennes Renaissance. C'est Pisanello et les autres. Dans les 2 cas, on a quand même une communauté, on a ce très très haut relief, et on a le fait que c'est le début d'une série. Les monnaies grecques sont les premières monnaies frappées, et les médailles italiennes sont les premières médailles. Donc on commence par du très très haut relief dans les 2 cas. Et on peut peut-être saluer, je ne sais pas si j'ai... Oui, peut-être à propos de ceci, je trouve que la palme revient... I'll say that in English since it concerns London, but
let's say that the keeper of the coin and medals department at the British Museum, beginning of the century, for the first two decades of the century, was George Francis Hill. And George Francis Hill has a delicate taste. He specialized in two fields, in Greek coins on one side and in Renaissance Italian medals on the other side, which is really to have good taste. But there was a reason for that. He married the daughter of the ambassador of England in Rome, and so he used to spend all his summers in Rome, and long summers, I mean. And from that point, he started to be more and more interested with Italian Renaissance medals. Ça, c'est pour le haut-relief. Pour ce qui concerne l'abondance des types, c'est vrai que les monnaies grecques, c'est un foisonnement. Vous prenez ici, regardez, j'ai pris, vous avez la carte de la Grèce, alors c'est à peu près, là vous avez des ateliers, mais vous avez une partie des ateliers. On considère qu'il y a 1000 cités grecques, c'est très débattu, mais il y a aujourd'hui une liste des cités qui ont un gymnase, etc. Enfin, c'est un centre danois, le centre de Polis à Copenhague, qui a établi cela. Et on considère que sur ces 1000 cités, très loin des 1000 cités ont frappé, elles n'ont pas toutes frappé monnaie, même pas la moitié, enfin il en reste quelques centaines. Et si vous prenez Lyonie par exemple, j'ai pris ici Lyonie, ou plus simplement, non c'est même pas Lyonie, c'est Léolide, oui, et puis Lyonie, vous voyez ce que ça donne quand on élargit, ça donne un nombre considérable d'ateliers pour lequel, à droite donc ici, vous avez, je ne sais pas, je pense que j'ai peut-être, voilà, several tens of thousands of different types. On pense qu'il y a plus de 20 000 types. Alors certains sont très proches, mais enfin c'est beaucoup. C'est un répertoire iconographique qui est très riche et il n'est pas entièrement clos puisque tous les mois nous avons de nouveaux types qui apparaissent. C'est résiduel par rapport aux 20 000, mais enfin ne croyons pas que tout est connu. Les détecteurs de métaux continuent à fonctionner largement et chaque mois apporte. C'est bien le diable si chaque mois n'apporte pas un nouveau type non connu. Je ne parle pas des variétés, des nouveaux monogrammes, des coins, etc. Ça, bien sûr, ça, c'est tous les jours. Pourtant, ce qui caractérise quand même le fait monétaire, c'est la confiance. Et ça n'a pas changé. C'est encore aujourd'hui, vous prenez l'euro, c'est la même chose. Et donc, qui dit confiance dit en réalité de ne pas perturber l'utilisateur, de ne pas le dérouter en multipliant les types. Et ce que l'on va voir, ce que l'on dit d'habitude, c'est que l'art monétaire est un art qui est assez archaïsant et avec des types immobilisés. On va reproduire, telle cité va utiliser le même type, qui est le type de la cité, pendant 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles. C'est comme ça partout, sauf quelques exceptions. Et l'exception la plus remarquable, parce qu'elle est aussi en termes artistiques et d'histoire de l'art, assez fantastique, c'est la cité de Cyzique, où là ils font différemment. En fait, le symbole de la cité à Cyzique, c'est un thon, a tuna fish, and you have a tuna fish on every type. It has to be found, you have here, you have there, normally it's beneath the main type, and you have approximately 300 different types, which is a lot. But there is a reason for that. Normally, if you have, so the normal pattern is to have just a few types or one recognizable type without any difficulty. And if or when you have a large spectrum of different types, it means, generally speaking, that you are in a condition of monopoly. So it means that there was no question for the users of these coins. And these coins were produced in Cyzicus, but for the Black Sea, for Olbia, for the northern shore of the Black Sea. And there was no possibility of confusion for the users along the northern shore of the Black Sea. Gold, it was only for Cyzicus. So they cannot confuse. And then, if you cannot confuse, no problem just to multiply the types. On a aujourd'hui des bases de données qui permettent d'un clic de savoir qui est le plus représenté. En particulier, si vous allez, tout ça est accessible, sur le site du Fitzwilliam Museum de Cambridge, on a là une base de données assez puissante qui a numérisé tous les volumes de la Siloge Numorum Graecorum, je le prononce un peu à l'allemande, des monnaies grecques, donc les collections de monnaies grecques. Et vous voyez qui l'emporte. Vous avez obverse, reverse, le droit, le revers, mais vous voyez que la grande, celle qui triomphe, c'est Athéna.
et elle triomphe devant un trio de mâles lancés à sa poursuite, mais à une distance assez considérable, Zeus, Héraclès, Apollon. Et ce que vous voyez surtout, c'est que ce que vous avez sur les monnaies, c'est le Panthéon. Le Panthéon de Décadique, ce sont les 12 dieux. Enfin, il y a plus que ça. Mais c'est essentiellement eux que vous allez avoir. Les représentations humaines sont très, 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 très peu nombreuses. C'est d'ailleurs un registre iconographique qui est très, très différent du registre des gemmes. Athéna, très bien. Une drachme de Pharsale, je ne sais pas pourquoi, je vous le mets. Oui, c'est l'idée, parce que ça dit aussi quelque chose sur l'esthétique. Donc, non seulement il y a de très très une abondance de types, mais comme le disait Winkelmann, Greek divinities are always represented young with bodies of ideal beauty. Donc, c'est un registre iconographique de dieux. Comme ces petits, ce sont les têtes, vous avez moins les corps, c'est donc pas un registre gesticulant avec des corps qui bougent, comme vous pouvez l'avoir sur les métopes, par exemple, avec les lapides, les centaures. Ce sont des dieux qui sont représentés toujours dans leur beauté idéale, souvent dans leur nudité, leur jeunesse parfaite, et la plupart, sauf avec quelques exceptions, mais ce sont la plupart du temps des têtes de dieux qui sont représentées. J'ai un faible pour celui-ci, qui est une monnaie qui vient encore une fois de la collection Albéric du Châtel. Albéric du Châtel avait hérité jeune, il avait perdu ses parents assez jeunes, il a hérité encore de façon encore plus jeune, il s'est retrouvé donc sans tuteur pour faire à peu près ce qu'il voulait à l'âge de 18 ans, et il a décidé de collectionner différentes choses, mais dont les monnaies grecques avec intensité, et en changeant, chaque fois, en remplaçant une monnaie par l'autre quand il avait la possibilité d'améliorer la qualité. Alors vous avez ceci, c'est une monnaie d'un stataire frappé à hélice, c'est-à-dire Olympie, hein, c'est les monnaies d'Olympie. Et Ernest Bablon dit que l'un de ces stataires est d'un état de conservation qui est sans comparaison. Les monnaies grecques elles sont, vous avez eu l'occasion de vous faire l'œil, elles sont, et c'est le but de cette présentation, elles sont d'une beauté, on va parler des artistes dans un instant, elles sont peu signées. On a des centaines de milliers de coins, et sur ces centaines de milliers de coins, il y en a moins de 100 qui sont signés. Et on a une vingtaine de noms. Ce qui est d'ailleurs pas normal, parce qu'une fois que vous êtes un artiste très réputé, prenons Evainet, prenons Kimon, prenons Kleidas, prenons certains de ceux-là, il n'est pas normal d'avoir 4 ou 5 coins signés. Quand on est arrivé à ce degré-là de son art, on n'en fait pas 4 ou 5, on en fait des centaines, et on travaille pour différentes cités d'ailleurs. Simplement, il n'en a signé que 4 ou 5. Mais à l'évidence, il a dû travailler autrement aussi. Ceci est une monnaie tout à fait exceptionnelle, parce qu'elle n'est pas... Les monnaies signées, appartiennent essentiellement à l'horizon de la Sicile et de la Grande Grèce à la fin du 5e et au début du 4e siècle. Donc vers 400. 405, 395, quelque chose comme ça. N'appartenant pas à cet horizon, on a cette monnaie frappée à la fin de l'époque classique, plus loin dans le 4e siècle, à Clazomène. Alors, elle est superbe. C'est une tête d'Apollon de 3/4 face qui était effectivement extrêmement spectaculaire. Et on a un artiste qui a dit son nom, puisqu'il a mis Théodotos Epoiei. Théodotos a fait exactement comme sur un vase grec, comme vous pourrez le voir sur un vase grec. Alors, Théodotos Epoiei, un nom plus Epoiei, il n'y a qu'un seul exemple, vous l'avez à l'écran, pour le monnayage grec. On a parfois églupsé, églupsa, c'est aggravé, du côté de la Cilicie et de la Pamphylie, aussi au IVe siècle. Voilà les monnaies signées qui ont le plus retenu l'attention. Evainet, Kimon. La grande différence, j'y reviendrai, entre Kimon, mais décidément le temps passe entre Kimon et Evainet, mais on a commencé très, très, très en retard, et heureusement il y a le lunch, mais vous aurez faim. La grande différence, notez ça peut-être déjà, entre ces décadrachmes siciliens, ces décadrachmes de Syracuse sont les monnaies qui ont été le plus admirées dès le XVIe siècle. On en a toute une correspondance, on a toute une série de propos à ce sujet. C'est ça qui, durant des siècles, a fait le but ce qui a le plus fait fantasmer les collectionneurs. Elles ne sont pas du tout rares. On en a des centaines pour Kimon, on en a des centaines pour Evainet. Elles sont souvent dans un mauvais état, mais elles ne sont absolument pas rares. Et la différence, c'est, regardez, parce que j'y reviendrai, c'est le beau et le sublime. Vous avez les monnaies, la chevelure de Kimon n'est pas prise dans une résille,
alors que la chevelure des vaignettes, excusez-moi, n'est pas prise dans une résille, les cheveux flottent librement, alors que pour Kimone, la chevelure est enserrée dans une résille. Vous allez voir, on va y revenir, ça a une petite incidence pour notre propos. Voilà une monnaie c'est une très belle photo, très, très, très nette, mais d'une monnaie qui est piquée et qui est par contre, qui est peu usée, qui est dans un bel état de conservation, sauf qu'elle a quand même des problèmes. Et c'est ce que je vous disais. Sur les centaines de milliers, 200 000 je pense, coins monétaires gravés pour le monde grec, on a seulement quelques dizaines. Je ne crois pas on arrive à 100 coins avec une signature. Alors, l'excellence de la gravure, il faut rappeler que, donc, à l'époque, aujourd'hui on grave avec un tour à réduire. Donc, l'artiste travaille sur un modèle qui fait 60-80 cm en plâtre, il peut le faire en cire, on peut avoir après des moulages, tout ce que vous voulez. Il travaille sur un modèle qui est assez grand, et via un tour à réduire, ce qui est en positif devient en négatif, et il y a une réduction de diamètre. À l'époque, les gens doivent travailler directement en négatif, faire donc la transposition entre positif et négatif, ils travaillent, et donc c'est de la gravure en creux, c'est tout petit, et il faut le sens du détail. Alors vous voyez ce que ça donne, cette monnaie-ci, il y a 13, vous voyez en dessous Épi Aristonos, eh bien ça fait 13 mm, c'est pas bien grand, ça laisse 1 mm par lettre, y compris les espaces entre les lettres. Ça vous donne une idée. On sait aussi que donc, les anciens n'avaient pas la loupe, pas d'instrument grossissant. Avant l'époque, non, pas avant, même, non, les Caligula, regardant dans des films un peu sulfureux, regardant à travers sa loupe et des choses comme ça, sont des inventions, qui n'ont pas lieu d'être. C'est un ami à moi, Dimitris Plansos, qui est le spécialiste de la glyptique, qui explique que les anciens n'ont jamais eu de loupe, ni grec, ni romain. Alors, les moyens de grossissement, on parle d'un bac à eau avec les rayons, mais j'ai de la peine à concevoir comment ça pouvait se passer en pratique. Ce qui est clair, c'est que il était tout à fait nécessaire d'avoir une bonne vue. Et clairement, on est aussi dans un système d'artisanat où, avec un écolage très jeune, de père en fils, et où on est mis en apprentissage à l'enfance. La seule tombe d'un graveur, pas de monnaie, mais d'un graveur de gemmes que l'on possède, c'est une tombe funéraire de quelqu'un qui est mort à 18 ans ou 19 ans. Et on dit qu'il était graveur de gemmes. Donc, ce qui, par l'absurde, on peut montrer que l'art de la gravure cet art de la gravure était extrêmement compliqué et difficile à reproduire aujourd'hui, puisque aujourd'hui on n'apprend plus à graver en creux et à graver en tout petit comme ça. Les gens passent par des tours à réduire, évidemment. Par l'absurde, disais-je, c'est le fait que les faussaires, quand vous voulez faire des faux, vous avez deux possibilités. Jusqu'à peu de temps, encore aujourd'hui, il y a deux possibilités. Soit vous prenez une monnaie vraie, vous la moulez et à travers, mais à ce moment-là, vous perdez en diamètre, vous perdez du relief, tout ce que l'on sait dans le processus de moulage. Mais c'est là où, en technique de résistance des matériaux, on a fait beaucoup de progrès et malheureusement, c'est devenu beaucoup plus compliqué à détecter. Ou alors, il faut que vous fassiez un acte d'artiste et vous graviez un coin à la manière de. Et là, on s'accorde à reconnaître que sur les 3 derniers siècles, le grand nom, c'est Carl Wilhelm Becker. Je ne vais pas être trop long, mais Carl Wilhelm Becker c'est un fils d'une famille qui sont des grossistes en vin à Francfort. Mais ça se passe durant la Révolution, l'époque napoléonienne. Les armées de Napoléon repassent par Francfort, vident la cave à chaque fois. Le père est ruiné et le fils décide de faire autre chose et se lance dans la gravure de monnaie antique comme ceci. Et puis les autres, Caprara, Christodoulos, que l'on tient comme des grands maîtres, on les repère. Je ne suis pas le mieux placé pour parler d'une sensibilité artistique, mais il y a quelque chose qui manque. Et ce qui est bien, on a tous les coins de Becker et on a aussi son carnet. Et on sait combien de temps il a travaillé sur chaque coin. Et pour cette monnaie qui est sans doute une des plus spectaculaires de l'ensemble du monde grec, qui sont les tétradrachmes d'Agrigente, on reste en Sicile. Becker a fait des faux. Là, vous avez le 435, c'est une monnaie authentique. Ici, c'est un faux Becker. Et on sait dans son carnet qu'il a travaillé 18 heures.
en plusieurs jours, hein, mais il faut aller, c'est très précis. Je commence à telle heure, je finis à telle heure, j'ai repris le travail de mon décadrac, mon agrigente, j'ai fini 18 heures. Et ça, aujourd'hui, quand vous demandez à un artiste de concevoir un projet, il va vous demander 3 mois, évidemment, minimum, pour placer les choses, etc. Mais ça, c'est dans une conception artistique, c'est pas dans une conception de travail où les gens étaient sans doute plus artisanales et avec une possibilité de reproduire les choses. Enfin, je ne vais pas m'embarquer trop loin sur la conception, parce que ça, c'est tout un autre domaine. Mais toujours est-il que pour Carl Wilhelm Becker, c'est 18 heures et pas plus. Si vous avez... C'est quand même très très laid, et en effet, ce sont des faux par le grand Slavej Petrov, qui est un faussaire bulgare, qui est membre du Parlement en Bulgarie, à Sofia, et qui est astucieux. Il fait des faux de décadragne de Syracuse, où sur la ligne de terre, il écrit Slavej en cyrillique. Alors évidemment, si on lui dit « vous êtes un faussaire », il dit « mais moi un faussaire, écoutez, je mets mon nom en cyrillique sur les monnaies, quand même, vous ne pouvez pas me taxer de faussaire ». C'est astucieux, mais il est parvenu à vendre des monnaies avec Slavej en cyrillique en tout petit, à certains prix. Donc, and possibly to say something in English again, one modern medalist, I would say, who succeeded to achieve something really impressive in terms of ancient engraving art is the French-Belgian medalist Armand Bontin, who we were during the Second World War. He was a bit unemployed, and he came to the Brussels Coin Cabinet asking for something to reproduce, something nice. And the people in charge at the Brussels Coin Cabinet were kind enough just to say something nice. Yes, we have the Tetradrachm of Eitna, or Mona Lisa, which is the Mona Lisa of ancient coinages. That's the original coin is up on the upper left side of the slide. And as you see, so that's the obverse, reverse of the original piece. And that's the matrice produced by Armand Bontin, and that's what we could get from the engraving by Armand Bontin. Bontin, not so bad actually, no, really not so bad. He did on purpose, just to make something which cannot be taken as a genuine coin. And one thing is just to have a very, very flat surface. As you know, the original coins have always a concave. Normally, or concave reverse. Voilà l'art de la médaille aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on travaille sur des grosses choses. Hein, vous voyez là, vous avez un carré creux ici. Et puis il y a aussi dans l'art de la gravure, il y a un paramètre qui est important, c'est l'ajustement. La manière dont le type va être ajusté à la forme du support. Et là, ce problème se pose partout, évidemment, n'importe quelle forme d'expression artistique, mais pour les monnaies sont très embêtantes, parce qu'elles sont toutes petites, et elles sont rondes. Vous ne pouvez pas changer, elles sont rondes. Et on a toute une série de types qui sont assez remarquables. Celui-ci, par exemple, c'est le lion de Némée étranglé à main nue par Héraclès. On est à Syracuse encore, mais regardez ça. Donc la monnaie fait... Si vous prenez 14 mm, c'est ça. C'est tout petit. Et regardez la tête, la profusion de détails de la tête. 3 mm, alors 3 mm, vous imaginez voilà un autre type. Olympie, avec clairement un ajustement. Un type, malheureusement, alors là les monnaies sont rares et on n'en a pas de bien... Il est encore plus remarquable d'avoir des monnaies bien conservées, c'est le type du discobole trouvé à Kos, enfin les produits à Kos. Alors vous connaissez le discobole de Miron, bien entendu, il y a d'autres formes de discobole, et par voie de parenthèse, c'est aussi, cette monnaie-ci est une des seules monnaies grecques pour lesquelles on a représenté un mortel, pas un dieu. Ici c'est un athlète. Qui concourt à des jeux, et sans doute d'ailleurs au jeu du Cap Triopion de Kos. Voilà une autre adaptation à la circularité du support, mais ici c'est un fond de coupe attique, et où vous voyez, on est dans un autre mouvement du lancer du disque.
Ceci est une monnaie qui est aussi la fierté du cabinet de Bruxelles. Vous voyez qu'il y a un peu de cire conservée. On voit que la monnaie a été... c'est de la plasticine plutôt. Elle a dû être moulée. C'est peut-être moi d'ailleurs qui ai laissé de la plasticine orange parce que j'utilise de la plasticine orange. Ça n'est pas bien. C'est le type du stataire, du silène de Naxos. Alors il est ityphalique, et vous avez celui-ci, cet exemplaire-ci est l'exemplaire le mieux conservé de tous ceux qu'on possède. Et on peut le démontrer. J'ai dit que pour les monnaies grecques, la plupart du temps c'était des dieux et la plupart du temps c'est des têtes de dieux. Mais très rarement on a plus. Avoir une action c'est rare, avoir deux actions c'est exceptionnel. Ceci est la seule monnaie que je connaisse d'époque, si vous prenez l'archaïsme, le classicisme et même l'époque hellénistique, avec les Romains ça va changer. Mais où vous avez deux actions puisque vous avez à la fois la nymphe Himéra, c'est la nymphe éponyme de la cité d'Hymère en Sicile, elle tient une fiale dans la main, elle est en train de faire un sacrifice sur un autel. Et puis vous avez un petit satyre qui est en train de se baigner dans une fontaine où l'eau passe à travers une gueule de lion. Mais comme je le disais, c'est tout à fait exceptionnel. Voilà. Une autre monnaie, celle-ci appartenait à la collection de Lucien de Hirsch, elle est moins parfaite que celle-ci, où vous voyez le thème mieux encore. Je vais faire maintenant un développement sur les portraits trois quarts face, parce que ce développement sur les portraits trois quarts face va nous amener à la dernière partie de l'exposé qui concerne la différence entre la beauté et le sublime. La symétrie, la dissymétrie, cela. On a un propos, d'ailleurs c'est George Francis Hill dont je vous ai expliqué le bon goût, puisqu'il était à la fois un spécialiste de monnaie grecque et à la fois un spécialiste de médailles renaissantes italiennes. Eh bien, George Francis Hill a écrit, et j'ai traduit son... C'est un anglais, bien sûr, mais dont le propos originel a été écrit en français à l'époque, et que je me suis mis en demeure de retraduire en anglais, mais je vais peut-être vous le repréciser en français, puisque vous avez le texte en anglais ici. Alors, il y a d'abord un texte que vous n'avez pas ici, parce que c'est la première partie. George Francis Hill écrit « En général, l'artiste grec évite de nous montrer une figure de face. En fait, cela ne convient guère à la frappe, sauf quand le relief est très peu marqué. Donc c'est l'idée que si vous faites une figure de face, c'est très bien, mais elles vont s'user et le nez va être raboté tout de suite, et ça va donc le préjudice esthétique va être important. On a pu montrer par des études justement sur le frais la loi que les monnaies, que vous fassiez une monnaie en très haut relief ou une monnaie en bas relief, il n'y a pas plus de perte de poids avec une monnaie en haut relief. Donc l'argument, il faut choisir entre l'art pour tous, l'art pour quelques-uns ou la médiocrité pour tous, c'est pas en termes d'usure globale ou en perte de poids. Mais par contre, évidemment, l'usure va être préférentielle sur le bout du nez, évidemment. Donc là, vous avez un préjudice esthétique. Et donc, il dit que ça ne convient pas, et il dit... mais les Grecs, c'est ici que ça devient bio, avec leur insouciance exquise des choses pratiques, furent lents à découvrir ce fait. Il est évident que le nez d'une figure de face était le premier détail à souffrir de la circulation, le dessin devenant ainsi rapidement une caricature, tandis que le profil, qui dépend principalement des contours pour l'effet à produire, peut supporter beaucoup de frottements des couches supérieures avant de perdre son caractère. Et alors, c'est ce que vous avez maintenant à l'écran en anglais. Cependant, lorsque vers la fin du 5e siècle, les graveurs grecs eurent atteint un haut degré d'adresse, ils succombèrent à la tentation et échouèrent. Voilà. Et alors, donc, je vois que j'écris ici que l'insouciance exquise, c'est le commentaire que je voulais faire. Non, en termes de perte de poids, il n'y a pas plus de perte. Et George Francis Hill poursuit. À Syracuse, le graveur Kimon produisit son aréthuse qui fut extrêmement populaire. C'est donc celle avec les cheveux prise par une mantille, une rhésie, furent extrêmement populaires.
puisqu'elle fut grandement admirée par les Grecs, comme en témoignent les copies effectuées à Larissa, en Thessalie, à Tarse, en Cilicie. On peut bien excuser les modernes qui la considèrent comme la plus belle des monnaies anciennes. Son attrait sensuel est indéniable, mais elle manque de dignité, de retenue et d'intellectualité, et nous ne pouvons imaginer les artistes d'Olympie essayant de rendre ainsi leur Héra ou même leur nymphe Olympie. La tête de face d'Athénée par Eucléidas de Syracuse est conçue d'après un idéal plus élevé, bien qu'elle soit encore trop flamboyante pour être monumentale, et la même exubérance caractérise et gâte la tête d'Apollon par Héracléidas. C'est la fin de ma citation. Et donc, ce que vous avez là, est-ce que j'ai ici, c'est... Vous avez la reine Victoria, mais c'est la condamnation d'une sensualité qui est de mauvaise aloi. Ce qui est prisé, et ce que Winckelmann prise, c'est la simple grandeur et la noble simplicité. C'est quelque chose qui soit de retenue, de monumentalité par la retenue. Et donc, dès que vous passez dans le flamboyant, dès que vous êtes, et le trois quarts face, vous allez le voir, le trois quarts face par définition, là vous allez être dans quelque chose qui est plus flamboyant, c'est quelque chose qui au XIXe siècle est plus réprouvé. Mais vous voyez qu'au XIXe siècle, les collectionneurs préfèrent le type de kimono, alors qu'aujourd'hui ils préfèrent le type de vainette. Et ça dit quelque chose sur notre sensibilité à nous, bien entendu. Voilà, une trois quarts face, cet Apollon, alors lui il est tout ce qu'on voudra, il est androgyne, il est flamboyant, donc il est bien de nature à être réprouvé par le rigorisme XIXe siècle. Et voilà la tête d'Arétus. C'est sans doute le plus bel exemplaire qu'on connaît. Celui-là n'appartient pas à la collection de Bruxelles, il appartient à la collection Penizzi di Floristel à Catane. C'est Catane, mais en réalité c'est encore à Cireale. Elle se trouve à Cireale, et donc on est sous le volcan de l'Etna. Alors c'est magnifique. Et regarde, encore une fois, ayez en tête que c'est tout petit, ça a été fait en creux, en négatif à cette échelle-là directement. C'est ce que personne n'a réussi à reproduire par la suite. Voilà une monnaie très célèbre aussi, elle est d'Eucléidas. Je pense que ici, on va vous montrer où se trouve Eucléidas. Donc vous avez epsilon, upsilon, et sans doute le kappa encore à gauche, lambda, epsilon, iota, delta, alpha et sigma qu'on voit plus bien à droite, Eucléidas, et c'est de nouveau une Athéna de trois quarts face. Et vous voyez qu'ici, la monnaie a été, le coin a subi un coup, il y a une fêlure dans le coin qui va qui traverse à la fois tout le nez, la bouche, les lèvres, le menton, mais on a continué à produire la monnaie. Alors, est-ce que c'est parce qu'on l'a trouvée particulièrement belle et que dans ce cas-là, on a été jusqu'au bout des possibilités techniques? Je ne suis pas sûr qu'il faille aller jusque-là. Voilà d'autres types de trois quarts face qui vont, après Aréthuse en Sicile, vont se développer, et vous avez chaque fois des épaisseurs. Une tête pour Amphipolis, et puis vous avez tout un horizon qui est l'horizon de la Carie, des satrapes de Carie, les Hécatomnides. Les Hécatomnides, le plus célèbre, c'est évidemment Mosol, mais enfin, vous en avez d'autres, Edrius, Pixodaros, et d'autres encore, et pour lequel on va avoir cette tête d'Apollon de trois quarts face. Mais la tête d'Apollon de trois quarts face peut être la plus célèbre, une des plus célèbres, hors Syracuse, c'est les statères de Rhodes. Est-ce que ces statères représentent la tête d'Hélios ou la tête d'Apollon du colosse de Rhodes? On en sait, c'est possible, mais on en sait à vrai dire, il est difficile de pouvoir l'établir très fermement. Voilà ces monnaies de Rhodes. Au début, Rhodes est fondée, le cynicisme de Rhodes, c'est 409-408. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que vous avez, dans l'imagerie d'Alexandre le Grand, vous avez l'imagerie typique d'Alexandre le Grand, c'est l'anastolet, c'est-à-dire le fait d'avoir les épices divisées au milieu de la chevelure, et la chevelure un peu en pétard comme ça. C'est d'avoir la tête légèrement vue décalée, pas en perspective frontale, mais légèrement décalée, et le regard légèrement au-dessus de l'horizon. Et c'est vraiment le prototype même du portrait alexandrin. Or, en réalité,
quand vous mettez les monnaies d'Alexandre, et il y a un savant allemand qui l'avait bien écrit, on voit très bien que, et puisqu'on est je parle de l'Allemagne, c'est le Zeitgeist, c'est l'esprit du temps, évidemment. Alexandre n'a fait que reprendre quelque chose qui existait déjà avant lui, et les monnaies de Rhodes sont là pour nous le rappeler. Alors, on en vient maintenant, et ce sera la dernière partie, et pas la plus longue de mon court exposé, sur la beauté et la sublimité. Le grand personnage au départ, avant d'être Plotin, c'est Platon. Platon dit que la beauté est essentiellement formée par la symétrie des éléments. C'est ce qui confère... c'est une définition qui repose essentiellement sur la symétrie. Alors, chacun aura en tête des exemples de cette symétrie qu'il peut associer ou pas d'ailleurs à la beauté. Toujours est-il que Plotin, qui n'est jamais qu'un disciple lointain, puisque vous voyez qu'on est au IIIe siècle après notre ère de Platon, fait connaître un traité sur le beau, Peritoukalou, où il formalise la pensée de Platon en disant que en formalisant précisément cette idée de symétrie. Et à peu près à la même époque, on a un essai très très important pour l'histoire de l'art, très 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 fondateur, qui est l'essai de Longin sur le sublime, Periupsus. Et la principale distinction, je le dis en français, mais je ne fais que traduire ce que je vois à l'écran en anglais, la principale distinction est à faire, c'est entre la beauté, c'est ce qui est la symétrie qui apaise et qui charme, et qui est agréable, on va dire, et le sublime, c'est la symétrie, la dissymétrie qui étonne et effraie. C'est vraiment ça les catégories de la pensée. Vous pouvez, je montrerai quelques noms, mais sans m'attarder du tout sur ce concept, mais c'est le concept de base. Et donc, Versailles est beau, Gaspard Frédéric est sublime. Donc vous aurez bien compris, c'est pour faire des divisions bien nettes, c'est comme ça que ça se passe. Sur le sublime, vous avez quelques noms, John Locke, Edmund Burke, Emmanuel Kant, John Ruskin, ont tous écrit sur le sublime et en liaison avec cette dissymétrie. Winckelmann, c'est le père de l'histoire de l'art, mais c'est l'homme qui aura été à la recherche du beau idéal. J'ai publié un long article sur Winckelmann et les monnaies. Il n'était pas du tout numismate, mais c'est intéressant de voir ce qu'il dit des monnaies. Et vous avez ici, dans son histoire de l'art, dans sa Geschichte, Winckelmann dit, à propos des monnaies d'Aréthuse, alors comme vous avez le texte en anglais, je vais le prendre en français. Que dit Winckelmann? Tac, tac, tac. Voilà. Oui, non, je n'ai pas le texte en français, vous l'avez ici. Donc, en fait, ce qui passe, vous savez bien que Winckelmann fait... l'histoire de l'art de Winckelmann est une histoire qui est sérielle et avec des Stufen, des étapes, et où l'idée d'avoir... il y a une période de formation, une période et où on voit un développement jusqu'à l'acmé, jusqu'à du style, et puis une période de décadence. C'est évidemment avec l'analogie du biologique, du vivant, de l'être humain, et au-delà de ça. Alors, on va laisser la fortune critique de ce paradigme-là qui n'a pas bien résisté au temps. Mais bien sûr que pour Winckelmann, quand il a des monnaies qui sont anciennes, il est obligé, pour les insérer dans son système, de les trouver pas très belles, forcément, puisque le beau va arriver plus tard. Le beau va arriver, et va arriver où à l'époque classique, évidemment. Donc pas une époque qui est archaïque ou entre l'archaïsme et le classicisme. Et donc, ici, il dit que c'est mal fichu. La tête de Proserpine, en fait, cette Aréthuse, sur ces monnaies comme celle d'Athènes, sur les monnaies athéniennes les plus anciennes, il n'y a rien de beau là-dedans, que les yeux sont absolument curieux. Et alors il attaque le fait qu'en fait, elle sourit. C'est le sourire ionisant, si vous voulez, que l'on trouve sur les monnaies d'Athènes.
Et ce qui est tout à fait alors aussi étonnant de la part de Winkelmann, qui vous savez est aujourd'hui une icône de la communauté gay, parce qu'on a les lettres de Winkelmann, c'est qu'il dit que c'est tellement laid, on n'arrive même plus à savoir si c'est un homme ou une femme. Voilà Winkelmann. Et il faut bien voir que c'est juste une ou deux diapos, mais vraiment pour mettre les choses en perspective, mais j'ai aucune intention d'entrer dans des détails, mais évidemment que la conception du beau, elle est toujours ancrée dans un temps, et que nous sommes, chacun de nous, nous avons une conception, mais dont qu'il faut contextualiser et remettre en perspective. Et surtout, évidemment, si vous pensez que tout était blanc alors que c'était en couleur, je prends la dame d'Elche, ça n'a rien à voir avec les monnaies, mais on pense que c'est plutôt comme ça qu'elle était à l'origine. C'est peut-être un peu plus perturbant par rapport à notre idée de beauté. La polychromie sur des marbres grecs est aujourd'hui, on a fait le tour du monde avec toute une série d'expositions qui ont été consacrées. Vous avez Victor Hugo ici, je ne sais pas. Oui, pour Victor Hugo, ça c'est simplement pour vous montrer que vous avez quoi? Vous avez le sourire orientalisant ou ionisant au-dessus. Et vous savez bien que sur les photos, nos arrière-grands-parents ne sourient jamais sur les photos. Alors vous allez dire c'est parce qu'il y avait le temps de pause qui était trop long et que c'était... Mais non, c'est pas ça, c'est aussi une différence d'esthétique. Et vous savez, on vous aura sans doute dit, il y a toute une littérature là-dessus, que c'est un autre Roosevelt, Franklin Roosevelt, le welfare, après la crise, le crack des années 30. Il y a l'époque, c'est l'époque en cinéma du happy end, c'est l'époque du bonheur à tout prix, et c'est à ce moment-là où on commence à faire cheese sur les photos et à sourire. Mais on regardera ça. Il est possible que dans 1000 ans, on regardera ça comme étant une sorte de parenthèse assez étonnante, comme l'iconoclasme. Tiens, tout à coup, ils se sont mis à sourire, mais qu'est-ce qui leur a pris? C'est un épiphénomène aux yeux de l'histoire de l'art. Le sourire n'est pas du tout... Donc pour quelqu'un comme Winkelmann, sourire, mais qu'est-ce qui leur prend? C'est quelque chose qui n'est absolument pas en rapport avec une éthique au sens plus général. Alors on a, pour Winkelmann aussi, ce qui est assez amusant, c'est qu'il dit, Winkelmann qui recherche le beau, qui a mis beaucoup en valeur l'Apollon du Belvédère, le Laocoon, enfin la beauté, c'est le corps masculin. Mais pour la tête, il trouve la beauté idéale chez la femme, et il la trouve dans les monnaies de Syracuse, les monnaies des Vainettes, précisément. Enfin, il ne dit pas si c'est Vainet ou Kimaude, mais il dit les tétradrachmes de Syracuse, c'est là où j'ai trouvé la plus grande beauté. Et on a... Je fais quand même juste une anecdote, parce que ça revient à Bruxelles. Oui, d'abord l'anecdote. Juste ici, aux Archives générales du Royaume, on conserve une lettre, qui est quand même une lettre fabuleuse. Et en fait, c'est une lettre qui fait suite à d'autres. Ce qui se passe, c'est que Winkelmann publie sa Geschichte. Et les grands lisent Winkelmann, qui était déjà, mais qui devient vraiment l'arbitre des élégances de l'Antiquité. Et il y a notamment il y a Charles de Lorraine, qui lit Winkelmann, et qui le lit, qui dit, mais oui, mais vous dites que les anciens sont supérieurs aux modernes. Et pour les modernes, vous dites que c'est Raphaël. Et en effet, dans toute la littérature, c'est Raphaël qui trône, hein, qui est l'artiste le plus encensé. Il dit, mais et vous ne dites rien de Rubens? Quand même, Rubens, alors, il défend notre Rubens, le Rubens du nord des Alpes, en disant que... Et Winkelmann répond en disant, vous avez tout à fait raison. Rubens, pour ce qui est de la composition, de la couleur, etc., est le maître absolu. Mais il faut bien dire que pour la représentation de la tête, tout simplement, il n'est pas... ces femmes sont un peu empâtées. Enfin, il dit ça. Et il y a la réponse de Charles de Lorraine disant que oui, c'est vrai, il revient à la charge en défendant encore Rubens et en disant oui, mais il faut quand même bien voir que Rubens a conçu l'essentiel de son œuvre dans les Flandres et que les femmes y sont bien en chair et qu'il n'a fait que reproduire ce qu'il voyait. Voilà. Ce qui est d'une certaine platitude, mais tout à fait réjouissant sous la plume de Charles de Lorraine. Ce qui est intéressant, c'est de voir que donc, Winkelmann prend comme étant le sommet du moderne Raphaël, comme les autres, il n'innove pas en faisant ça. Or, on sait que Raphaël dit, et Winkelmann dit d'ailleurs qu'il connaît 40 femmes à Rome qui sont beaucoup plus belles que ce qu'a fait Raphaël. Parce que Raphaël, il y a une lettre de Raphaël qui a été publiée par Fulvio Orsini plus tard, où Raphaël dit, voilà, le beau idéal, je l'ai atteint, et je l'ai atteint dans la figure de Galatée qui se trouve à la Farnésine, à Rome, donc dans le Trastevere, à Rome, que vous avez là. Or, cette Galatée, elle n'est pas... Enfin, chacun peut avoir son avis, mais
En effet, Winkelmann trouve qu'il connaît beaucoup mieux à Rome. Voilà. On va revenir à la Sicile, Kimone et Syracuse. Voilà cette monnaie. Alors, ceci, c'est l'exemplaire de la famille Penizzi di Floristella, mais revu complètement avec des techniques modernes, et ça donne quelque chose comme ça. Mais c'est cet exemplaire hors pair, gravé par Kimone, avec ce 3/4 face. Et je voulais terminer par un exercice personnel de mise en perspective. Attendez, ici. Voilà. Au revers de cette monnaie de 3/4 face de Kimone à Syracuse, vous avez un type qui est un type qui me charme à titre personnel. C'est ce que je dis là est un sentiment totalement subjectif et qui est le mien, qui me plaît particulièrement. Et qu'est-ce que vous voyez? Alors, encore une fois, c'est tout petit. Vous voyez, c'est l'Aurige. C'est vraiment, vous avez l'Aurige comme à Delphes avec les bandelettes. Il a gagné. C'est fait. La victoire est faite puisque la victoire, elle est là. La Nike est là avec sa couronne. Il a gagné. Et il fait quelque chose de très moderne. Au lieu d'aller vers la victoire, il se retourne en arrière, comme dans un mouvement de ralenti, parce que vous voyez sa chevelure qui est balayée par le vent. Et pour faire quoi? Ben, pour voir. Alors c'est une autre. Et donc encore une fois, c'est tout petit. Mais ce mouvement dans la chevelure, cette tête qui se retourne, alors qu'il a gagné, et on a vraiment l'impression d'être. En fait, on a l'impression de quoi? On a l'impression d'être dans le passage au ralenti d'images de quelqu'un qui a gagné dans une grande course, pensez aux Jeux Olympiques ou à quelque chose comme ça, et qui se retourne pour voir où est le suivant, quoi. C'est un peu ce que j'ai voulu montrer avec Usain Bolt, qui ne se retourne pas tellement, qui pourrait se retourner, mais il doit y avoir mieux de quelqu'un, mais comme il a 3 mètres d'avance, il pourrait se retourner, il vient d'être battu, mais normalement, il a le temps de se retourner. Et en fait, ça n'ajoute pas. Et en fait, c'est ça qui, pour un esprit comme le mien, me charme particulièrement. Mais en faisant cela, bien sûr, c'est une évolution il a fallu la photographie, il a fallu la télévision, il a fallu pour qu'un esprit comme le mien soit charmé par cela. Et donc, c'était terminé sur une remarque de contextualisation sur le fait que la beauté reste, évidemment, la beauté est subjective, elle appartient à chaque temps. Mais si vous avez, trouvé sans rien, pendant que je parlais, que ces monnaies grecques sont absolument sublime, superbe, on va être neutre, et d'autre part, articuler les choses entre la symétrie, la dissymétrie, le beau et le sublime, eh bien, j'en serais très heureux. Je vous remercie de votre attention.